Bien, je vais peut-être commencer, contrairement aux usages, un tout petit peu avant pour prendre le temps de la présentation, ce qui laissera au professeur Stolajs les 60 minutes auxquelles il a droit. Merci à tous. Il y a un changement de salle qui vaut pour la série des quatre conférences. Donc ça se tiendra ici, ce qui est d'ailleurs très bien parce que ce petit amphithéâtre dédié à la mémoire de Guillaume Budet est plus agréable et plus confortable que la salle 5 où nous devions être initialement. Je voudrais remercier très chaleureusement le professeur Stolajs d'avoir accepté de venir donner ce cycle de cours à Paris. Nous aurons d'ailleurs cette année, j'ai pris l'initiative et j'ai été suivi par l'Assemblée des professeurs, l'occasion de nous informer de la science allemande et de la pensée en Allemagne en ce moment par au moins 2 autres personnes qui vont venir, mais pas pour un cycle, simplement pour 2 conférences ponctuelles. Le professeur Dieter Grimm, début avril, qui vient de publier, qui est un ancien membre du Bundesverfassungsgericht et l'une des figures les plus en vue du débat en Allemagne sur l'avenir constitutionnel de l'Europe, viendra dans la première semaine d'avril. Et nous aurons également le professeur Gunther Teubner qui viendra à la fin avril. Donc les dates, vous serez informés en temps et en heure. Mon souhait étant, il me semble que dans la période compliquée que traverse l'Europe, il serait plus important que jamais qu'il y ait des échanges nourris, réguliers, entre les mondes universitaires français et allemands. Or, vous le savez, les débats de chaque côté du Rhin tendent à demeurer très exclusivement nationaux. Et pour permettre à un large public à Paris de prendre conscience des singularités, en même temps de ce qui peut rapprocher la culture juridique allemande de la française, il n'y avait pas de savant mieux placé que le professeur Stolajs, qui est l'un des plus éminents juristes allemands. Il est titulaire de nombreux prix, dont les prix Leibniz, grande figure, et Balzan. Il est aujourd'hui professeur émérite de droit public et d'histoire du droit moderne à l'université de Francfort sur le Main. Et de 1992 à 2009, il a dirigé le prestigieux institut Max Planck pour l'histoire du droit en Europe, qui se trouve à Francfort. Il a reçu donc de nombreux prix. Il est membre des académies de Mayence, Berlin, Göttingen, Halle, Copenhague, Helsinki, Halle, et aussi de l'Académie allemande de langue et de poésie de Darmstadt. Il est titulaire de doctorat honoris causa de plusieurs villes dans le monde, de plusieurs universités, dont celle de Toulouse en France. Alors, le professeur Stolajs est connu dans le monde pour sa monumentale Histoire du droit public, qui a été publiée d'abord en 4 volumes chez Beck en Allemagne entre 1998 et 2012, dont 2 volumes ont à ce jour été traduits en langue française. Le premier volume, aux Presses universitaires de France, en 1998, couvre la période 1600-1800. La crise de l'Empire, au sortir de la guerre de 30 ans, a débouché, on le sait, sur la reconnaissance de la souveraineté des États et la consécration du principe cuius regio, cuius religio. Et le professeur Stolajs a montré qu'elle avait aussi donné lieu à une vaste réflexion théorique sur la désacralisation de l'idée impériale, sur la définition d'une raison d'État constitutionnelle et l'organisation d'un système fédéral. C'est aussi à cette période qu'on doit une contribution à la science de la police comme technique administrative du bien-être commun et plus généralement au projet de construction d'un ordre juridique, d'un ordre civil fondé sur des règles de droit et devant produire les conditions matérielles de l'obéissance des sujets. A également été traduit le volume 2, alors plus aux Presses universitaires de France, mais aux éditions Dalloz, qui sont
révéré dans ce pays par tous les juristes, et je pense que votre traductrice, d'ailleurs, est dans la salle. Donc, si nous avons des problèmes, nous pourrons faire appel à vous. Ce volume 2 couvre la période 1800-1914, et il retrace l'évolution constitutionnelle et les approches méthodologiques différentes du droit dans l'Allemagne du XIXe siècle, et notamment l'émergence d'un concept qui continue d'être tout à fait central, qui est Rechtsstaat, le concept d'État de droit, qui nous vient d'Allemagne, de même que le rule of law nous vient du monde britannique. Les malheureux Français sont écartelés entre ces différentes références. Alors, parmi ces très nombreuses autres publications, je vous signale son Histoire du droit social allemand, qui a été publiée en 2003 et dont une traduction est parue en anglais en 2013 chez Springer. Et j'espère qu'un jour, nous trouverons un éditeur qui pourrait traduire une édition française, car à une époque où le modèle social allemand est sans cesse invoqué en France, on s'aperçoit vite qu'il est en fait très mal connu. Et dans ce livre, on trouve les longues racines historiques de ce modèle, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en même temps que la spécificité de moments aussi cruciaux que les réformes de Bismarck, l'apport de la République de Weimar, la conversion sous le nazisme de la politique sociale en politique d'hygiène raciale, ou l'européanisation, au reste d'ailleurs toute relative, du droit social dans la période contemporaine. Monsieur Stolleis a aussi publié, et rassurez-vous, j'arrive à la fin de cette présentation, de courts essais qui ont eu un retentissement très grand, comme sont Das Auge des Gesetzes, Geschichte einer Metaphor, dont une traduction française a été publiée par Fayard, et votre éditrice de chez Fayard est d'ailleurs dans cette salle en 2006. Est-ce qu'il est épuisé ? Il reste 3 exemplaires. Donc, bon, alors ce livre retrace la généalogie de l'adage « l'œil de la loi veille ». On y voit comment le motif mythologique de l'œil de Dieu est devenu formule politique, la loi dotée d'un œil qui ne dort jamais et qui voit tout, qui est une figure à la fois rassurante et très inquiétante selon le point de vue d'où l'on se place. Enfin, M. Stolleis a beaucoup contribué à démêler la question du droit et du non-droit ou de l'anti-droit dans le régime nazi, et une traduction française de son Recht im Recht, je veux dire, j'aime beaucoup ce titre, qui est paru chez Surkampf en 1994, doit être publié incessamment, d'ici Noël en tout cas, aux éditions de la rue d'Ulm, sous le titre « Le droit à l'ombre de la croix gammée, étude sur l'histoire du droit du national-socialisme ». Je n'en dis pas plus que je crois que l'une des conférences portera sur ces sujets, c'est la 3e de vos conférences, et peut-être d'ici là, le livre sera-t-il publié. L'œuvre de M. Stolleis met une immense érudition au service de la pensée, car rien n'est plus triste que l'érudition livrée à elle-même. Mieux vous faire des mots crasés. Donc la sienne, mais aussi au service de la pensée, la sienne de pensée, mais aussi celle de chacun de nous. Et c'est pourquoi je me réjouis, comme vous, d'avoir le privilège de pouvoir entendre les 4 leçons qu'il va maintenant nous présenter. Donc, cher Michael, Sie haben das Wort. Merci Alain Scipion. Merci à vous et surtout pour l'invitation à cette institution prestigieuse. C'est amusant d'entendre que Dieter Grimm et Gunther Teubner viennent tous les 3. Et moi aussi, nous sommes de Francfort. Ah. Grimm a commencé sa carrière à Francfort et Teubner a fini sa carrière et moi je suis resté. Donc les meilleurs sont à Francfort. Alors, écrire l'histoire du droit, reconstruction, narration, fiction. Les questions de méthode en histoire ne suscitent généralement pas grand enthousiasme, ni auprès des étudiants ou des collègues, ni auprès du grand public. Elles sont considérées comme peu gratifiantes et arides.
Mais il ne faudrait pas que raconter des histoires particulières serve à fuir toute réflexion. On ne peut échapper aux questions de méthode. Elles sont existentielles pour l'historien, car il doit se justifier à ses propres yeux. Que fais-je vraiment? Qu'est-ce que je veux? Quelle portée ont mes affirmations? Que puis-je prouver de manière plausible? Puis-je faire confiance aux souvenirs des autres? Et dans quelle mesure puis-je faire confiance au bien? Ce sont les questions. L'histoire du droit fait partie des sciences historiques. Même si son implantation académique la suite normalement dans les facultés de droit, c'est autre chose en Angleterre, mais sur le continent, ces questions centrales sont celles de l'histoire. L'histoire du droit veut savoir comment fonctionnait un ordre juridique passé. Elle pose la question de l'établissement des normes juridiques par la coutume ou par la législation, celle de la transmission des normes aux juristes et aux citoyens, ainsi que celle de l'imposition des normes juridiques au quotidien, que ce soit par l'administration ou par le jugement des tribunaux. Dans un sens plus général, l'histoire du droit est la discipline qui s'intéresse au contexte historique des ordres juridiques dans leur ensemble et à l'intégration culturelle des normes juridiques. En cela, elle fait partie de l'histoire culturelle et intellectuelle générale et doit dès lors rester en contact avec l'anthropologie culturelle, l'histoire quotidienne, l'histoire religieuse et l'histoire politique. Elle gagne son objet en l'isolant grâce à des connaissances préalables, ce que nous disons Vorwissen, ce que nous emportons avec nous, les connaissances préalables sur le droit, dont l'origine peut être fort diverse, de la masse des informations historiques, donc dans une démarche nullement différente de ce que fait l'histoire politique, l'histoire économique ou l'histoire sociale. En cela, il n'est donc pas surprenant que les débats méthodiques de la science historique se répercutent aussi au sein de l'histoire du droit, même si c'est souvent avec un certain décalage dans le temps. Ici, comme là, se pose la question: comment écrire l'histoire à l'âge postmoderne? Peut-on continuer, comme auparavant, à entasser une interprétation de source sur une autre afin d'approcher de l'objectif d'une certaine forme de vérité historique? Ou bien se considère-t-on comme un narrateur dont le texte dit seulement qu'il est possible que cela fût ainsi? Donc, que l'on renonce par principe à toute prétention à une vérité supra-individuelle. Sur ce point, chaque historien et chaque historien du droit doit se décider. Il y a aussi des différences notables dans les attentes adressées à l'histoire et à l'histoire du droit. Alors que certains se conçoivent comme les prêtres de Clio et revendiquent à partir du postulat apprendre de l'histoire, ça veut dire en latin historia docet, le droit de donner des directives pour l'avenir. D'autres réagissent de manière presque allergique à cette idée et rejettent toute revendication à donner des directives ou à fonder du sens. Ces deux positions se retrouvent aussi au sein de l'histoire du droit. Les uns veulent se rendre utiles par leur contribution au projet Construire l'Europe. Les autres défendent une position plus rigoureusement historique, détachée des problématiques juridiques du présent.
La majorité entre eux cherche probablement à établir un point de vue intermédiaire en admettant qu'une histoire du droit orientée vers les besoins du présent réduit sa perspective de manière consciente et devra peut-être, en tant que servante de la politique, se soumettre aux prescriptions de cette dernière. Mais en même temps, ils veulent rester à distance d'un tel avertissement, du moins en ce qui concerne leur cœur de métier, et veulent pouvoir faire des recherches sur ce qu'ils considèrent personnellement et au regard de la liberté de la recherche comme pertinent, important et éclairant. Pour y voir plus clair sur ces questions, il est judicieux d'interroger l'histoire scientifique de sa propre discipline. Elle est évidemment prise dans le même dilemme que l'historiographie générale, celui de rechercher une structure de narration plausible, mais son trait spécifique et sa position d'observateur. Elle regarde, pour ainsi dire, de manière détachée, comme les différentes générations qui se suivirent et se firent et se font une image des sujets possibles et de la manière dont on pourrait raconter une histoire avec profit. L'histoire de la discipline observe en narrant les narrateurs. Elle ne peut se défaire de sa propre partialité, mais elle peut prendre position au bord du terrain et maintenir une vue d'ensemble sur la mêlée. Nous n'avons pas le temps d'aller ensemble le chemin de l'histoire de l'historiographie dès le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Ça serait un long chemin qui commence dans le siècle des Lumières et la réaction romantique et politique. En Allemagne, c'est la grande époque de l'école historique du droit, avec les figures de Portail, Gustav Hugo, Friedrich Karl von Savigny, Karl Friedrich Eichhorn et autres. Il était motivé de combiner les devoirs actuels du droit commun avec les aspirations d'une attitude vraiment historique, ailée par la philosophie idéaliste de Kant jusqu'à Hegel. Après la Révolution de 1848 et l'essai de non réalisé de la fondation d'un État national avec une monarchie constitutionnelle, aussi l'histoire du droit changea son climat avec l'époque du historisme et du positivisme dans toutes les sciences, avec des énormes éditions de sources, surtout médiévales, et avec l'expansion de l'histoire du droit dans les pays germaniques du nord d'Europe. Je laisse à côté aussi les développements après la Première Guerre mondiale, dans les troubles de la République de Weimar et sous le nazisme avec l'expulsion des professeurs, surtout du droit romain. Après la Deuxième Guerre mondiale, toute structure interne semblait détruite. Les émigrés du droit romain ne revenaient pas, avec quelques exceptions, mais en général, ils ne revenaient pas. Les historiens du droit allemand se trouvaient honteux par la collaboration avec le nazisme. La régénération prenait du temps. Dans ce premier temps, on ne prêta guère attention aux impulsions méthodiques venues dehors de l'histoire du droit, par exemple du grand dictionnaire historique de la philosophie par Joachim Ritter, commencé en 1967, ou dans le même an, le projet de Otto Brunner, Werner Conze et Reinhard Koselleck, geschichtliche Grundbegriffe, alors concepts fondamentaux de l'histoire entre 1750 et 1850. Ce projet d'interprétation des concepts, ou je préfère de dire des mots, dans leur contexte social, économique et politique, donnait des possibilités de faire un pont chez la philosophie analytique de l'Angleterre ou des États-Unis, ou plus précis,
chez Cambridge et les pensées de Ludwig Wittgenstein. Ces pensées venaient dans les années 60-70 à Munich par le philosophe Wolfgang Stegmüller, ou indirectement, c'est mon cas, par l'influence de l'école du droit réaliste de Scandinavie. D'une importance fondamentale fut finalement le linguistic turn, initié de manière décisive par Richard Rorty. Comme si souvent, quand des nouveaux slogans apparaissent, son importance était grandement exagérée, mais il est quand même indéniable que certaines pensées fondamentales de la théorie littéraire postmoderne ont aussi ébranlé la science historique. De manière extrêmement ramassée, on peut désormais dire « Nous n'avons pas d'accès immédiat au passé, sinon par le biais du langage ou d'objets interprétés par celui-ci. Nous déchiffrons un réseau de communication passée. Nous ne comprenons les mots et les images qu'en contexte. Nous renonçons à des objectifs trompeurs tels que la vérité historique. Nous ne travaillons pas à l'archéologie des faits. En allemand, Tatsachen, c'est un mot inventé dans le XVIIIe siècle. L'archéologie des faits. Le langage n'est pas le miroir fidèle d'une réalité passée. En revanche, le texte est, je cite Derrida, le texte est cette réalité passée. Contre tout cela, de nombreuses objections ont été émises, par exemple que la concentration sur le texte délaissait les acteurs muets de l'histoire et que les minorités n'avaient pas suffisamment voix au chapitre, qu'il existe des images et des expériences non textuelles, que le renoncement au concept de vérité excluait toute possibilité de critique et dès lors, on ne pouvait plus distinguer entre vérité et erreur, sens et non-sens, savoir et opinion. Au bout du compte, on pouvait dire que l'identification entre le texte et la réalité historique était tout aussi équivoque que le fameux « ceci est » de la messe, « hoc est corpus meum » de la doctrine de la transsubstantiation qui fut discutée entre Luther et Zwingli en 1529. Aussi sérieux qu'aient pu entre ces objections, elles ne changeaient rien au fait que dans l'ensemble le linguistic turn causa des pertes de certitude, sûrement, et qu'il ne fut plus possible de parler de manière insouciante de données historiques, de faits, Tatsachen, et de vérités historiques. Même si l'on était généralement d'accord pour considérer que le langage et les discours sont à comprendre en relation avec leur ancrage dans le monde social et historique et en tant que production de sujets agissant consciemment. Il y avait aussi consensus pour dire que, à la différence de la poule et l'œuf, il ne devait pas y avoir la querelle sur l'ordre de priorité entre réalité et langage. Le langage dépend de la réalité et il modifie la réalité dès l'instant où il la nomme, wo sie benennt. Les mots sont ainsi des actes, dit Ludwig Wittgenstein. Les mots sont aussi des actes. Et effectivement, ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui a créé le monde par la parole. Nous avons au quotidien innombrables exemples d'actes de langage, le speech act dans le sens de John L. Austin, des actes de langue
qui changent le monde, apaisent les relations humaines ou les détruisent, mais surtout qui montrent que le monde dans son ensemble, également le monde passé de l'histoire, ne devient saisissable et si bien critiquable que dans sa forme langagière. Lorsque nous ferraillons pour une interprétation prétendument correcte, nous créons le passé comme construction spirituelle. Et c'est Reinhard Koselleck disait de manière apodictique et très juste, je cite, « Quoi que l'on dise, quoi que l'on constate au sujet de l'histoire, cela reste inextricablement lié au médium que c'est le langage. » Dans l'histoire du droit, ces débats linguistiques et philosophiques ont provoqué certains réflexes. Par exemple, l'abandon par la grande majorité des romanistes de la traditionnelle histoire du dogme pour se consacrer, plus ou moins, à une histoire de la law in action, à des recherches sur les motivations sociales et économiques de la législation, à la découverte d'une législation symbolique, même dans le passé, voire d'une part à des micro-analyses du comportement des juges et de l'autre à la saisie statistique d'un grand volume de données. Dans une certaine mesure, cela a aussi mené à un élargissement des domaines de recherche, par exemple par la stimulation de l'histoire du droit pénal au Moyen Âge et au début des temps modernes, l'étude de l'histoire scientifique de la criminologie ou du droit public, c'est mon champ, la revivification de l'histoire du droit international, qui était presque mort, et bien d'autres sujets encore. Toutefois, en profondeur, les choses changèrent plus encore. Se posaient désormais des questions fondamentales sur l'adéquation et la fonctionnalité des instruments de travail. Quiconque observait la manière critique la recherche allemande en histoire du droit dans les années 60 et 70 du XXe siècle pouvait constater qu'il existait des prémices philosophiques non explicites. Celles-ci concernaient autant les objets que les objectifs des travaux. Les objets, dans la mesure où les tâches étaient indexées sur le droit en vigueur, à partir du matériau historique, montre-nous l'être, das Wesen en allemand, l'être de la propriété, l'être du contrat, de l'autonomie privée, du droit de gage, du mariage, de l'hypothèque, de la personne morale, etc. Montre-nous les figures juridiques éternelles qui reviennent, pour ainsi dire, les éléments stables dans la fuite du temps. Cela présupposait qu'il existait bien un tel être, un tel noyau conceptuel. Il y avait là un réalisme conceptuel, un réalisme platonique, datant du XIXe siècle et popularisé à travers de nombreuses étapes intermédiaires. D'innombrables thèses ont ainsi retracé la préhistoire du droit en vigueur, ont déduit l'inconnu du connu. Elles ne sont pas vraiment intéressées au texte même et à la fonction qu'il remplit, mais ont étudié des formes élémentaires du présent ou bien, en suivant un dérivé philosophique du droit naturel ou de l'idéalisme, ont cherché l'être, das Wesen, en historique d'une institution. Cette dernière démarche correspondait au réalisme conceptuel de la dogmatique juridique, dans la mesure où elle prétendait, par son travail, débusquer derrière les dénominations aléatoires un concept, un begriff à identifier. En histoire et en histoire du droit, cela correspondait à l'intention de déterminer enfin
par exemple, où passent les frontières entre les époques, ou quelle était la signification véritable du pré-capitalisme, de l'absolutisme ou de l'État, de la séparation des pouvoirs, de l'autogestion ou encore de certaines figures dogmatiques. Bien trop souvent, il ne s'agissait pas là de travaux améliorant notre connaissance des détails, contre quoi il n'y a rien à dire, mais plutôt de tentatives d'emblée vouées à l'échec visant à surajouter aux dénominations langagères une substance ontologique et une durabilité qui ne pouvaient leur revenir. Ce dernier point est aisément compréhensible si l'on prend vraiment au sérieux, historiquement, la variabilité des usages linguistiques en fonction des époques et des cultures. Mais il semble que l'inconscient se rebelle contre cela. Les spécialistes dogmatiques juridiques, tout comme les historiens du droit qui leur sont proches, voient souvent la légitimation de leur activité dans le fait qu'ils suggèrent à eux-mêmes et à autres de participer à une œuvre collective dont le but est de construire progressivement une architecture de concepts durables et non contradictoires permettant une résolution pacifique des conflits. Derrière ces objectifs philanthropiques, qu'on ne peut au fond qu'approuver, il y a en tout cas des injonctions normatives et un espoir qui ne voudrait plus aujourd'hui être qualifié d'optimisme du progrès, mais qui, en dernière instance, descend bien de lui. C'est l'espoir de l'amélioration des conditions formulées juridiquement, de la régulation pacifique des conflits qui peut se cacher derrière tout travail entrepris librement. Au passage du 19e au 20e siècle, cet optimisme et ses dérivés plus affaiblis perdirent toutefois du terrain face à des tendances philosophiques expressément antimétaphysiques qui soient considéraient que les jugements de valeur et de goût sont impossibles à communiquer scientifiquement, soit prôner la disparition de la philosophie en tant que telle en assimilant les problèmes philosophiques à des confusions dans l'usage du langage, comme Wittgenstein au soir de sa vie. Pour l'histoire du droit, l'incorporation progressive au cours des années 60 de la phrase de Wittgenstein, je cite, « La signification d'un mot et son emploi dans le langage ». Cette phrase représentait la chance de se libérer du XIXe siècle et d'arriver jusqu'à une histoire du droit sans métaphysique. Le message était alors « Libère-toi doublement », à savoir de certains présupposés philosophiques, plus précisément de certains envoûtements platonico-conceptuels de l'idéalisme, tout comme des prescriptions du droit en vigueur. Deuxièmement, penche-toi sur le texte du passé et observe comment, dans ce texte, un mot est utilisé. Décrypte les règles de l'utilisation. Comporte-toi, pour reprendre un exemple de Wittgenstein, comme quelqu'un qui ne connaissait pas les règles du jeu d'échecs, mais qui sait les décrypter en observant les joueurs d'échecs. Si l'on prend cette injonction au sérieux, il s'agit en premier lieu d'étudier l'usage des mots supposés être compris. Évidemment, il faut aussi prendre en compte les représentations sous forme d'images et autres réalités concrètes, mais ce sont précisément
ces objets qui doivent être lus. On doit lire ces objets, y compris, c'est-à-dire convertis en langage pour être communicables. Constamment, nous nous penchons sur des textes et des images, étudiant leur contexte et les traduisant dans notre langage. Que nous ayons recours pour cela à une version plus concrète ou plus abstraite de la traduction est déterminée par la question de la communicabilité pratique. Si nous choisissons une description dense description, l'exemple devient plus expressif, mais plus difficilement comparable. Si nous choisissons le grand format du vocabulaire de la théorie des systèmes, il est plus facile d'établir des liens avec les théorèmes des sciences sociales, mais les individualités et les détails factuels s'estompent. Dans tous les cas, nous utilisons les mots plus ou moins précis de notre langage contemporain. Peu importe que l'on soit dans la perspective d'un langage conceptuel exact ou bien que l'on défende une approche historico-contextuelle comme le fait Koselleck. Dans tous les cas, la distinction catégorielle entre les mots et les concepts perd son sens. Il n'existe alors plus une classe des mots d'une essence supérieure que nous nommerions concepts. Ce sont des mots, car les concepts sont aussi des mots et ils dépendent d'un contexte et qui appellent une interprétation. Là où le philosophe considère pertinent de construire des concepts, voire là où il ne peut penser sans eux, l'historien fouille le texte à comprendre à la recherche des mots qui l'intéressent. Quels sont ces mots? Cela dépend toujours de l'hypothèse poursuivie. Mettre à distance les présupposés philosophiques. Premièrement, mettre à distance les prescriptions du droit en vigueur. Deuxièmement, mettre à distance l'expérience personnelle du droit. Troisièmement, si cette triple injonction adressée à l'histoire du droit n'était pas déjà suffisamment difficile, il y a une autre conséquence de la philosophie analytique du langage qui est encore bien plus déstabilisante, à savoir, quatrièmement, la remise en cause de la distinction entre les mots et les choses, les faits. Si l'on présuppose que derrière ce langage si abstru et déconcertant, la dure réalité historique attend d'être découverte, alors le monde se divise en une face linguistique et une face non linguistique. Dans cette logique, se sont constituées par le passé des dichotomies entre sciences du langage et sciences du réel, entre histoire des idées et histoire du réel. Je crois que c'est fondamental aussi pour la séparation des facultés chez nous. On ne parle pas avec les sciences naturelles, les sciences hard sciences, et il y a une certaine distance entre histoire des idées et histoire du réel. Il est vrai que le langage ne peut pas déplacer des véritables montagnes. Ça peut seulement faire la foi. Ne peut pas livrer de véritables batailles, ne peut pas ressusciter les morts, ça c'est clair. En cela, il n'existe bien banalement des faits historiques et il existe, s'ils ont été engloutis, leurs traces. Ça veut dire ossements, armes, pierres, monnaie, inscriptions lapidaires, bâtiments. Ces traces sont des preuves pour l'historien comme pour le juge, et elles peuvent être reliées entre elles par raisonnement et aboutir à l'intérieur de limites
pragmatique à un degré suffisant de certitude. Toutes ces traces appellent une interprétation, dont le cadre doit être disposé de manière à ce que ces traces puissent être décryptées. De quelque manière que cela se fasse, il s'agit là d'un discours inévitablement lié au langage qui doit se référer à une réalité extratextuelle. Ce n'est que dans le langage, que l'histoire comme production de l'esprit peut se construire. Car le monde dont nous faisons l'expérience et que nous comprenons est constitué par le langage. Lorsque nous formulons un état de fait historique, nous le créons en tant qu'abréviation dont nous sommes responsables d'un certain nombre d'informations et d'interprétations. Il n'existe que dans le langage, il ne peut être transmis par le langage. L'historiographie ne constitue donc jamais un accès direct, j'ai déjà dit, à la réalité existant derrière le langage. Elle est l'appropriation langagière des messages qui peuvent être transmis uniquement par le langage. Dès l'instant où l'on ne parle plus de certains éléments du passé, ils disparaissent. Ce qui nous reste alors, ce sont des pierres incomprises et des inscriptions non déchiffrées. Ce n'est qu'en les nommant, par acte du baptême, pour ainsi dire, si le parallèle théologique ne crée pas ici une nouvelle confusion, qu'elles deviennent vivantes et connaissables. L'on présuppose alors qu'un objet réel, la ruine d'un château fort, un tombeau ou un acte ancien, peuvent nous donner exceptionnellement un accès direct à la réalité historique. Mais ces objets sont muets. Le soi-disant trône de l'empereur Charlemagne à Aix-la-Chapelle doit lui être attribué linguistiquement. La communauté des spécialistes doit être convaincue avant de pouvoir le reconnaître comme trône de Charlemagne et le distinguer par là d'une cathèdre ou d'une contrefaçon. Le clou, ou les clous de la croix du Christ ou le suaire de Turin ne deviennent des faits historiques qu'au moment où l'opinion publique scientifique interprète et attribue historiquement ce clou et ce tissu en fonction de l'état actuel du savoir. Nous savons tous que l'histoire grouille littéralement de fausses dates et d'attributions erronées. L'histoire est remplie de fables, de contrefaçons et de récits de légitimation ingénieusement imaginés qui sont si fascinants à étudier parce qu'ils montrent justement la manière dont l'être humain s'arrange son monde, la forme par le langage et recommence en permanence, comme Adam au paradis, à nommer la création. Il me semble toutefois pas superflu de tempérer ces thèses par un certain pragmatisme. Tout ne doit pas en permanence être redémontré. Tout n'est pas incertain. L'économie de nos forces et la brièveté de nos vies interdisent de douter de tout. Tant que certains événements sont suffisamment documentés, nous n'allons pas gaspiller nos forces et à les prouver à nouvelle fois avec plus de certitude. Il existe alors des cas d'évidence. Leibniz, le philosophe, nomme cette dernière l'évidence. Je cite, il écrivait français, il nomme cette dernière évidence une certaine lumineuse, c'est-à-dire
où l'on ne doute point à cause de la liaison qu'on voit entre les idées. Suivant cette définition de la certitude, nous sommes certains que Constantinople est dans le monde, que Constantin et Alexandre le Grand, que Jules César ont vécu. Il est vrai que quelques paysans des Ardennes, on pourrait douter avec justice, faute d'information. Mais un homme de lettres et du monde ne le pourrait faire sans un grand dérèglement d'esprit. Fin de citation. Dans cette perspective, aucun être sensé et informé ne doute de l'assassinat de César, de l'existence de Charlemagne ou même, comme un docteur collègue pensait devoir me le reprocher en triomphant de l'Holocauste. Derrière ce mot se dresse, si nous n'avons pas totalement perdu la tête et toute compétence historique, des faits épouvantables et indéniables. Mais concertant les questions de principe de l'historiographie, il est essentiel d'être au clair sur la dépendance de la transmission orale et écrite, de l'interprétation et de l'attribution. Nous pouvons confirmer et renforcer les évidences par une description dense, par la multiplication des témoignages crédibles, par les analyses génétiques et par le renvoi aux preuves archéologiques. Dans tous les cas, le passé, en tant que tel, reste inaccessible. Il existe pas d'accès menant directement à lui. Il reste visible, mais comme derrière une vitre de verre dépoli qui ne laisse deviner que des contours plus ou moins flous. Que s'ensuit-il de tout cela? Si l'écriture de l'histoire, en tant que construction sociale d'une réalité passée, n'est compréhensible que par le langage, voire même, si elle n'est véritablement créée que par le langage, alors la frontière entre historiographie et récréation poétique doit devenir perméable. L'historien et le poète puisent au, je cite, puits profond du passé, pour reprendre la première phrase de Joseph et ses frères de Thomas Mann. Tous les deux, alors l'historien et le poète, forment à partir du matériau du souvenir, par le biais du médium qu'est le langage, un texte imaginatif. Celui qui fait de l'histoire et celui qui raconte des histoires sont frères ou sœurs dans l'esprit. Cela n'est que la suite logique de tout ce qui vient d'être dit, mais l'on notera que la majorité des historiens attachent une grande valeur à la distinction entre historiographie et fiction, apparemment par inquiétude pour le caractère scientifique de leur travail. Cela serait banal et source de malentendus, car même si l'on se prononce contre une déconstruction désinvolte et fascinée par des propres concepts, il n'en reste pas moins évident que l'analyse critique est également une œuvre de fiction, de langage et de création produite par son auteur. Dès lors qu'on est arrivé à se résoudre à l'idée que l'historien n'est qu'une espèce savante et soumise à des règles méthodiques particulières de la famille des poètes-écrivains, alors la zone frontière mouvante entre historiographie assurée et création poétique librement inventée ne paraît plus aussi effrayante. La différence se réduit à la vérifiabilité par des sources ainsi qu'à l'honnêteté comme principe éthique scientifique, à savoir l'idée de ne pas mélanger intentionnellement les genres. Ça, c'est interdit. Au bout du compte, le poète est peut-être plus convaincant par suggestion, alors
que l'historien critique est plus fiable quand il s'agit de détruire des légendes et de mettre au jour des fausses attributions. Ce qui leur est commun, c'est qu'ils créent ou reconstruisent un monde passé grâce au langage. Mais pour ne pas pousser trop loin cette amalgamation de l'historiographie et de la poésie, il faut souligner une chose. Évidemment, il existe des différences de principe tenant, déjà mentionné, à l'éthique scientifique. L'imagination de l'historien est censée être refrénée par des postulats méthodiques tels qu'ils sont acceptés au sein de la science historique depuis à peu près le XVIIe siècle, à savoir les injonctions de non-contradiction, de séparation du récit et du jugement de valeur, de distinction claire entre la source et l'exposé propre à l'historien, de détermination de la source la plus fiable par une critique des sources et des actes toujours plus affinés. À la différence du roman, l'hypothèse de l'historien doit pouvoir, à tout moment, être invalidée dès que surgissent des nouvelles, des meilleures preuves. Avec quelques modifications, mais qui ne sont finalement pas essentielles, tout ce qui vient d'être dit est valable aussi pour écrire l'histoire du droit. Aussi longtemps que cette branche d'histoire vise à maintenir son caractère scientifique au sein de la demeure institutionnelle de la formation des juristes et qu'elle ne veut pas être réduite au rang de science auxiliaire pour le droit en vigueur. Il faut qu'elle soit porteuse de recherches fructueuses, riches et autonomes, et elle doit surtout préférer le doute productif aux certitudes héritées. Les irritations que cela suscite, qui poussent à faire des choses nouvelles, peuvent aussi bien venir de l'étude des nouvelles sources que de la réflexion méthodologique. Les deux éléments, la curiosité pour de nouvelles informations et le plaisir d'inventer de nouvelles hypothèses, ne doivent pas être opposés l'un à l'autre. L'étincelle de départ peut jaillir aussi bien d'une source inconnue jusqu'ici ou d'une source connue simplement relue une nouvelle fois que d'une idée. Dans la vie des différents chercheurs, tout comme dans celle des institutions, peuvent tour à tour dominer un temps l'une ou l'autre des possibilités. Mais sur le principe, l'accumulation des sources sans théorie est tout autant l'onde aride qu'une théorie sans enracinement dans les sources. On devrait éviter tous les deux. De même, comme pour la science historique, les motivations qui poussent à écrire l'histoire du droit peuvent être extraordinairement variées. Souvent, ce sera le double souhait de mieux comprendre non seulement le passé, mais aussi le présent. Ce présent qui est bien déconcertant. Personne ne l'a saisi dans sa plénitude. Même les sociologues et les politologues travaillent de manière empirique, n'en voient qu'un segment. De la même manière, le sociologue du droit ou l'ethnologue du droit ne pourront nous informer que de manière partielle sur la manière de fonctionner des normes en général ou du droit créé par l'État en particulier. Ce que l'histoire du droit peut contribuer en la matière est modeste. C'est à peu près ainsi que cela a pu fonctionner jadis. Il serait malhonnête de la déclarer compétente pour résoudre les questions du présent, voire même d'établir des pronostics pour le futur.
Toutefois, l'histoire du droit est pratiquée dans le présent et ne peut quitter l'horizon de la recherche et des intérêts contemporains. Le fait d'adresser nos questions au passé à partir du présent n'en fait pas une motivation impure. Nous ne saurions faire autrement. Nous devons seulement, lorsque nous plongeons dans le passé et que nous nous familiarisons avec ces sources, nous prémunir grâce à l'autocritique et à la critique des sources contre le risque de succomber à des actualisations erronées ou de comprendre de travers les choses inconnues en raison d'une identification trop rapide avec ce que nous connaissons déjà. Nous devons véritablement nous préparer à observer le langage juridique d'époques révolues, comme si nous ne comprenions pas ce langage, comme si c'est seulement de l'utilisation en contexte et que nous pouvons déduire ce que chaque mot signifie. Le résultat doit être traduit. Nous ne pouvons pas y échapper en ne citant que des sources originales. C'est pas possible. Mais nous devons rendre la chose dissible dans notre langage en courant le risque, il est vrai, de basculer à tout moment dans le langage juridique contemporain et ainsi d'établir des analogies trompeuses. À l'inverse, il existe, comme cela a déjà été dit, des similitudes indéniables entre la situation juridique aujourd'hui avec celle du passé, peut-être bien plus que nous le devinons. Car les constellations fondamentales de la vie humaine qu'il s'agit de régler juridiquement restent à peu près toujours réinventées à nouveau, mais se transforment, comme l'expérience le prouve, lentement et par petits pas, notamment parce que les sociétés humaines, suivant une logique d'inertie ou peut-être d'économie des moyens, tendent à ne modifier que l'absolument nécessaire. Si l'on détermine que l'intérêt premier de l'historien du droit est qu'il veut comprendre et décrire la manière dont les ordres juridiques du passé ont fonctionné, je répète, alors il a devant lui un certain nombre de tâches fondamentales. Helmut Koing, le fondateur de notre institut à Francfort, les a décrites de cette manière systématique et sobre qui était typiquement la sienne. Je cite, « Rechercher les sources du droit en lien avec l'idée que chaque époque se fait de ce qu'il convient de définir comme du droit et dans quel cadre ordonnateur il doit fonctionner. » C'est la première règle. Deuxième, inscrire ces sources dans l'horizon culturel dont elles sont issues, y compris en prenant en compte le degré de professionnalisation de la pensée juridique. Troisième règle, analyser des institutions et des règles particulières en évitant les interprétations anachroniques à partir de sa propre expérience du droit. Et quatrièmement, essayer, en s'appuyant sur l'ensemble des positions sociales, économiques, religieuses et généralement intellectuelles, de comprendre une norme juridique d'un ordre du passé à partir de ses propres présupposés, ce qui signifie qu'il faut la comprendre comme la solution à un problème d'ordre de son époque. Observer, c'est la dernière règle, observer que le rapport d'une société entretient avec la somme des normes juridiques qu'elle reconnaît. Donc, étudier la procédure par laquelle les profanes et les juristes identifient la norme applicable au cas individuel, ainsi que les modalités de l'exécution du droit par et au sein des institutions spécialement formées. Ce dernier point
comprend l'analyse de la pensée juridique propre à l'époque et à tous les niveaux de la professionnalisation. Donc, il inclut aussi l'histoire de la science juridique. J'arrête ici et je vous remercie vivement pour votre patience. Merci beaucoup, cher Michael Stolleis, de ce premier exposé de méthode qui, j'en suis sûr, va amener beaucoup d'entre nous à vous écouter dans les prochains exposés en étant à l'affût de la part de la poésie et de la réalité. D'ailleurs, en vous écoutant, je pensais à toutes ces pages justement de Vico qui explique que la figure du juriste et celle du poète sont fondamentalement indissociables. On peut prendre le temps pour quelques brèves questions. Peut-être on fera une session un peu plus longue à la fin du dernier cours. Mais si vous avez 2 ou 3 questions, je pense qu'on peut les prendre, que vous pouvez poser en français ou en allemand. Je vous remercie de ce bel exposé en langue française. C'est très agréable quand nous ne sommes pas obligés de passer par la langue pivot anglaise pour parler entre français. Oui, la traduction est de Christian Roch de Reims. C'est pas la mienne. Non, elle est parfaite en tout cas. Donc, est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient poser des questions ?